Sur d'autres acteurs. C'est entre deux autres joueurs qui viennent s'en mêler. Le Lensois Malang Sarr d'un côté et Lyonnais Moussa Niakhaté de l'autre. Ce qui est fascinant à analyser dans cette séquence, c'est la divergence totale d'interprétation d'une seule et même action. Chacun voit la scène avec des lunettes différentes. On a littéralement deux réalités contextuelles qui se percutent de plein fouet. D'un côté, le défenseur lyonnais, Moussa Niakhaté, lui, il défend la notion d'urgence absolue. Son équipe doit marquer. Son équipe a besoin de jouer vite, de casser le rythme lent imposé par l'adversaire, d'imposer son propre tempo pour renverser la situation avant la fin du chronomètre. C'est une question de survie sportive pour lui. Pour Niakhaté, l'action de son coéquipier, Tolisso, est non seulement nécessaire, mais elle est héroïque. C'est justifié par la quête urgente de la victoire. Il valide le comportement à 100%. Mais de l'autre côté du terrain, De l'autre côté, Malang Sarr, le défenseur lensois, lui y voit rouge. sa perception est diamétralement opposée. Nos sources reprennent ces mots exacts. Et il perçoit ce même comportement de Tolisso comme étant, et je cite les sources, pas normal. Pas normal. C'est fort comme terme. Il y a là l'idée qu'une règle a été franchie. Une ligne rouge a été dépassée. C'est exactement le cœur du problème. Sarr pointe du doigt ce qu'on appelle en sociologie du sport un code de conduite implicite. Un code non écrit. Voilà. Il y a les règles écrites, celles que l'arbitre fait appliquer avec un sifflet et des cartons, et il y a les règles non écrites. Les coutumes du terrain. Un ensemble de coutumes sur ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Courir agressivement vers un adversaire pour lui arracher le ballon des mains, même si le chronomètre tourne, c'est souvent perçu par l'équipe qui mène ou qui temporise comme un manque de respect flagrant. Une violation de ce code tacite entre professionnels. Exactement. C'est perçu comme une agression symbolique. C'est fou parce que cette dynamique d'urgence contre protocole, on la retrouve partout. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Pas seulement sur un terrain de football ou dans le sport de haut niveau. Ah non, c'est très universel. Faisons une petite analogie du quotidien pour ceux qui nous écoutent. Je vous écoute. Imaginons une grande entreprise avec des départements très cloisonnés. D'un côté, on a le directeur des ventes. Le profil fonceur. C'est ça. De l'autre, la directrice de la production, la garante des process. Il y a une crise de fin d'année, un client majeur menace de partir si sa commande n'est pas expédiée le jour même. Urgence absolue donc. Le directeur des ventes court dans les couloirs, bouscule les protocoles habituels, exige que la chaîne de production aille plus vite. Il fait son job de vendeur. Son urgence à lui, c'est le client. C'est sa survie et celle de son département. Mais la directrice de la production se braque immédiatement. Évidemment, elle défend son territoire. Elle se braque en disant que ce n'est pas normal de contourner les procédures de contrôle qualité. Son urgence à elle, c'est la sécurité du produit. Les deux s'affrontent avec une véhémence terrible dans la salle de réunion. C'est un parallèle très parlant. La mécanique psychologique est identique. Et dans ce scénario de bureau, ils ne se crient pas dessus par méchanceté pure l'un envers l'autre. Ils ne se détestent pas personnellement. Non. Ils le font parce qu'ils ont des visions diamétralement opposées de l'urgence de la situation. Ils défendent bec et ongle leurs territoires respectifs. Et leur rôle au sein de l'organisation. Exactement. Comme Niakhaté défend l'urgence lyonnaise et Sarr défend le respect du protocole lensois. C'est la nature même du conflit institutionnel ou du conflit sportif dans ce cas précis. Et cela nous amène directement aux déclarations de Malang Sarr pour expliquer l'altercation qui a suivi cette fameuse action. Qu'est-ce qu'il dit de si révélateur? On y trouve une phrase d'une limpidité absolue dans nos sources. Il déclare « C'est le football, il veut gagner, je veux gagner aussi, à certains moments ça peut chauffer ». Il veut gagner, je veux gagner. C'est presque mathématique. C'est factuel. Il y a chez ce joueur une acceptation totale de la mécanique du conflit. Il met en lumière une réalité sociologique majeure. Laquelle? Dans un cadre compétitif, l'agressivité et l'accrochage ne sont pas des anomalies. Ce ne sont pas des bugs dans la matrice. Non, ce ne sont pas des pannes du système. Ce sont des sous-produits naturels. Presque inévitables en fait. Ils découlent directement de la volonté féroce de victoire. Le conflit devient juste le résultat logique de l'ambition. Le conflit devient l'expression physique de l'engagement professionnel. Si on ne se frictionne pas, c'est peut-être qu'on ne veut pas assez gagner. Je comprends la théorie. L'idée de l'engagement professionnel, c'est très clair. Mais soyons réalistes une seconde et mettons-nous à la place des spectateurs. Du grand public, oui. Sarr dédramatise énormément la situation dans ses propos post-match. Selon nos sources toujours, il utilise un mot très précis pour décrire l'altercation. Il dit « on s'est un peu fricoté ». Fricoter, oui, c'est un choix de mots intéressant. Ce mot fricoter, c'est presque enfantin en fait. C'est très léger. Ça évoque une chamaillerie de cours de récréation pour un paquet de billes. Il ajoute même « ce n'est rien du tout ».
Une façon de balayer l'incident de la main. Mais quand on voit l'image, quand on est dans le stade, on voit deux athlètes surpuissants se faire face, la tension est palpable, les visages sont fermés, menaçants même. L'image est impressionnante, c'est sûr. Alors je me pose la question, est-ce que ce n'est pas juste de la communication de crise de la part du joueur? Du politiquement correct. Voilà, une façon de calmer les journalistes en zone mixte et d'éviter une sanction disciplinaire de la Ligue. Comment peut-on être sûr que cette animosité n'est pas profonde et réelle sur le moment? C'est un doute parfaitement légitime quand on observe ça de loin. Vu de l'extérieur, depuis les gradins ou derrière l'écran de télévision dans son salon, le public perçoit souvent un drame shakespearien. On s'imagine des guerres de gangs? On y voit une haine recuite entre deux individus qui portent des maillots de couleurs différentes. Le public s'insurge, il prend parti, il hurle à la télévision et demande des cartons rouges. C'est le folklore du sport, ça. Mais c'est là qu'il faut comprendre le concept de violence symbolique dans ce type d'environnement ultra compétitif. Le grand public fait très souvent ce qu'on appelle en psychologie une erreur fondamentale d'attribution. Une erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attribue mal au juste? Nous, les spectateurs. On attribue l'accrochage physique ou l'insulte verbale à un trait de caractère profond des joueurs. Au lieu de l'attribuer à la situation. Exactement. On attribue à une véritable animosité personnelle, on se dit ces deux-là se détestent dans la vraie vie. Alors que ce n'est pas le cas. Or, l'explication de Sarah quand il dit « il veut gagner, je veux gagner » démontre une compartimentation émotionnelle remarquable chez ces athlètes. Il range les émotions dans des boîtes différentes. L'acte de s'opposer, de se repousser physiquement est perçu par les joueurs non pas comme une attaque contre l'individu en tant qu'être humain, Mais comme quoi alors? mais comme le prolongement strict du rôle qu'ils ont accepté de jouer en entrant sur cette pelouse. Le rôle du défenseur intransigeant. Ce sont des représentants. Ils obéissent aux impératifs de leurs blasons respectifs. Ils portent des uniformes différents et leurs objectifs géométriques sur le terrain s'annulent mutuellement. Si l'un avance, l'autre doit reculer. Voilà. Le conflit est mécanique. Il est conjoncturel. Il n'est surtout pas personnel. Donc, si je reformule pour être sûr de bien saisir la nuance, c'est comme s'il mettait un costume. Le costume du guerrier de l'Olympique lyonnais d'un côté. Et le costume du guerrier du RC Lens de l'autre. Ils portent ça pendant 90 minutes. Ils font ce que le costume exige d'eux avec toute l'agressivité que ça implique. C'est le cahier des charges de leur profession. Et une fois le match terminé, une fois le coup de sifflet final donné, ils enlèvent le costume et redeviennent simplement des hommes, des collègues de travail. Exactement. L'identité professionnelle, celle du joueur qui défend un territoire spécifique un soir de Coupe de France, ce n'est qu'une armure temporaire. Une surcouche qu'on peut enlever, C'est une surcouche imposée par l'enjeu. eh bien, cette explication de l'armure temporaire, elle prend une dimension absolument monumentale quand on y ajoute la véritable pépite de notre analyse d'aujourd'hui. L'élément clé de nos sources. L'élément factuel de nos sources, qui vient totalement renverser la perspective. Parce que Malang Sarr et Moussa Niakhaté ne sont pas juste deux professionnels de la Ligue 1 qui sont anonymes l'un pour l'autre. Non, ils se connaissent très bien. Loin de là même. En effet, l'analyse prend toute son épaisseur ici. Il s'avère que Malang Sarr et Moussa Niakhaté sont des compatriotes sénégalais. Ils partagent la même nationalité. Ils partagent des racines communes, une identité nationale forte, et très probablement beaucoup de temps passé ensemble lors des rassemblements en équipe nationale. Sous le même maillot cette fois-ci. Des coéquipiers en sélection, oui. C'est ça qui est incroyable. Et la citation de Malang Sarr pour clore cet incident, auprès des médias, est d'une force inouïe. Qu'est-ce qu'il dit exactement? Il déclare, et je cite toujours scrupuleusement nos sources, « Moussa, c'est mon frère, et ça restera mon frère. À la fin, on s'excuse toujours. C'est une phrase magnifique. Et elle est lourde de sens sur le plan psychologique. Mon frère, le mot est lâché. Si on relie ça à une vision plus globale de la psychologie sociale, c'est là que réside toute la beauté de ce paradoxe sportif, et même humain. Le paradoxe de se battre avec son frère, Par la pression énorme d'un quart de finale. on peut être impitoyable pendant le jeu. On peut contester la légitimité des actions de l'autre, se confronter physiquement, Se fricoter, comme il le dit si bien. se rentrer dedans. Et pourtant, en l'espace d'une fraction de seconde, une fois le coup de sifflet final donné par l'arbitre, Une fois que la pression retombe, on retrouve instantanément son humanité la plus profonde et son respect mutuel absolu. La bascule est immédiate. c'est vertigineux quand on y pense. La rapidité du changement d'attitude est fascinante. Une simple fraction de seconde sépare la rivalité la plus féroce de la fraternité la plus chaleureuse. Sarr insiste en disant que, entre frères, on chamaille et après tout va bien. Une belle métaphore. Je trouve cette métaphore de la fratrie d'une justesse implacable pour illustrer la situation. C'est quelque chose de très universel.
Tout le monde peut s'y identifier. Quiconque a grandi avec des frères ou des sœurs comprend viscéralement cette dynamique. On peut se hurler dessus de manière totalement irrationnelle pour une histoire de territoire dans une chambre partagée. Ou pour le contrôle de la télécommande. Ou parce que quelqu'un a triché à un jeu de cartes dimanche après-midi. On a l'impression sur le moment que c'est la fin du monde. On se promet solennellement de ne plus jamais se parler de notre vie. Le drame familial classique. Et littéralement, 20 minutes plus tard, on partage le repas du soir en riant d'une blague commune à table. Comme si le drame n'avait jamais existé. C'est une excellente illustration de la résilience des liens affectifs. L'orage passe aussi vite qu'il est arrivé. L'idée centrale ici, l'explication sociologique, c'est que le lien sous-jacent entre les deux individus, qu'il soit sanguin, comme dans un exemple familial, ou culturel et amical, comme pour Sarr et Niakate, Ce lien est plus fort que le reste. ce lien est tellement fort, tellement indéfectible, qu'il a la capacité d'absorber les pires secousses d'un conflit de surface sans jamais se rompre. Le socle ne fissure pas. Le socle est ultra solide. Le terme frère utilisé à plusieurs reprises dans les déclarations de Sarr pour désigner Niakate agit comme un désamorceur total de la toxicité potentielle. Un désamorceur, c'est intéressant comme terme. Ça coupe le circuit de la haine. Exactement, ça rappelle à tout le monde, y compris à eux-mêmes, que le conflit était purement professionnel. Mais il y a tout de même un processus de retour à la normale, non? Il ne passe pas de l'agression frontale à l'accolade amicale sans une étape intermédiaire. Il y a toujours une transition. Ça, on mentionne bien qu'à la fin, il s'excuse, je cite toujours, Et c'est là qu'intervient la mécanique cruciale du rituel. Sarr le dit très bien avec ce mot « toujours ». Cette notion de rituel est fondamentale dans la gestion des conflits humains. s'excuser, c'est un rituel. Ce n'est pas juste une formule de politesse vide de sens qu'on lâche en l'air. S'excuser dans ce contexte sportif et fraternel agit comme un véritable sas de décompression. Comme pour les plongeurs. C'est la même logique. Cela marque formellement, presque cérémonieusement, la fin du temps de la guerre sportive et le retour au temps de la paix sociale et civile. On enterre la hache de guerre officiellement. L'excuse permet d'acter verbalement que ce qui s'est passé sous l'armure, sur la pelouse, reste sur la pelouse. On ne ramène pas le conflit à la maison. C'est une compétence psychologique vitale que l'on appelle la capacité de désengagement cognitif. Désengagement cognitif, ça veut dire savoir débrancher la prise de la colère au bon moment, en résumé. C'est exactement cela. C'est la capacité cérébrale à séparer de manière totalement étanche une action immédiate d'une relation à long terme. Ne pas laisser le présent détruire le futur. Salid et Niakate démontrent une maturité émotionnelle fascinante ici. Ils compartimentent à la perfection. Le pro d'un côté, le perso de l'autre. L'action professionnelle exigeait de l'agressivité pour défendre le club et gagner le match. La relation personnelle exige du respect et des excuses pour préserver la fraternité. Et l'un ne contamine pas l'autre, c'est brillant. C'est la marque des grands professionnels et des individus équilibrés. Ce qui est rassurant quelque part pour nous tous, c'est de voir que ce n'est pas parce qu'on s'oppose violemment sur un sujet précis qu'on se déteste en tant qu'individu. Le désaccord n'est pas le désamour. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Si on doit faire la synthèse des pépites de savoir extraites de cet instantané au Groupama Stadium. La grande leçon à retenir. Cette altercation qui finit en accolade fraternelle nous offre une leçon magistrale. Elle nous prouve que les étincelles spectaculaires qu'on observe sur le terrain, et peut-être même dans nos vies professionnelles de tous les jours, Ces étincelles ne sont pas forcément négatives. elles sont très souvent le fruit d'une passion partagée pour le succès. C'est le sens aigu du devoir envers son équipe ou son projet qui crée la friction. Tout à fait. C'est la preuve que le conflit n'est pas toujours synonyme de méchanceté gratuite ou d'animosité viscérale. Comme on a souvent tendance à le croire au premier abord quand on voit des gens se disputer. On juge trop vite. Le conflit, c'est très souvent le prix émotionnel à payer quand deux volontés farouches de triompher se croisent sur un espace restreint. Et dans un temps très limité. La friction crée de la chaleur. C'est une loi physique autant que psychologique. Et c'est précisément pour cela qu'il est si enrichissant d'analyser ces comportements de l'extérieur à froid, comme on le fait aujourd'hui. Prendre du recul sur l'action immédiate. Parce que, et c'est une vraie leçon de vie déguisée en anecdote sportive, cette maturité dans la gestion du conflit, dont font preuve ces joueurs, c'est une clé de voûte dans toute forme de collaboration humaine sous haute pression. Savoir gérer la tension sans casser le lien. Savoir s'affronter durement sur le fond, défendre son point de vue avec passion, sans jamais